L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Eh ben, Pierre, Bonjour. je te démute. J'attends le dernier moment, j'attends l'autorisation. Ouais, tu as toute mon autorisation. Parfait. Comment tu vas depuis hier soir, tard dans la nuit? Oh j'ai dormi depuis, donc ça va. Oui, valait mieux. Toi, t'as voulu monter pour combler ou tu veux vraiment te positionner sur cette question? Non, je vais répondre à la question puisque je suis monté. Mais non, t'as fait un appel pour demander de ma montée. Sur ce sujet-là, je veux bien monter et discuter. Ah c'est cool. Et tu veux bien discuter avec moi? Est-ce que j'ai ton consentement? Ouais, mais tu n'as que mon consentement. Tu as rien d'autre de plus. Ouais, je te ferai des manipulations sans cracking et je te promets que mes énergies épistémiques vont être la plus bien traitantes possible. Ok, mais est-ce que c'est avec les mains, les pieds ou la bouche? Ou les trois? Même pas. Même pas? Oh, incroyable. Waouh. Tu connais l'histoire, hein. Bon, enfin non, je vais pas la faire là, je vais faire sauter live. Hop, Il va nous faire un syndrome pied-main-bouche. Ouais. Alors du coup, tu as une position sur ce sujet, je serais ravi de l'entendre et qu'on essaye d'avancer ensemble sur le pourquoi et le comment tu penses ça. Ouais. Alors, je vais avoir une position assez tranchée, je pense. Je suis complètement contre. Non, mais comment dire, tranchée dans le sens, je vais prendre le parti de me dire que je suis à 100% contre ces pratiques-là. Oui, mais j'accepte de me tromper, j'accepte qu'à la fin de cet entretien, je sois plus à 100%. Ah, intéressant. Et tu te rends compte que pour nous, quand on met cette échelle de valeur, quand quelqu'un affirme 100%, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire passer à 110%? Et aussi, pourquoi pas 95 ou 90? Tes manipulations. Alors, qu'est-ce qui pourrait me faire basculer encore plus que 100%? Je vois pas. Ouais. Moins, peut-être si on arrive à me prouver qu'il y a un bénéfice à l'échelle d'une société. Parce que quand je dis que je suis contre à 100%, je comprends les bénéfices qu'il peut y avoir à titre individuel, vis-à-vis des croyances, vis-à-vis des effets contextuels, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Mais pour moi, à l'échelle d'une société, je pense que c'est une très mauvaise chose. Ok. D'accord. Donc pour toi, 100%, parce que même si tu admets qu'individuellement, ces pratiques-là peuvent avoir un certain bénéfice, tu trouves qu'au niveau à l'échelle de la société, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Ouais, parce que pour moi, c'est un peu les nouvelles religions, quoi. On est sur le cas où je considère qu'il faudrait déjà dans un premier temps supprimer ces pratiques des mutuelles, ensuite des hôpitaux, ensuite des universités, que ça soit plus enseigné et que ça s'éteigne doucement avec les anciennes personnes qui y croient. Parce que je me dis qu'une personne qui va se dire tiens, je testerai bien de l'acupuncture, ça lui est pas venu en tête toute seule. Ça lui est venu en tête en regardant des magazines, en regardant une série télé dans laquelle on a fait rentrer un médecin qui fait ça, etc. Donc on est sur des croyances qui sont créées. Ok. Ouais, c'est des croyances même fortes, puisque tu fais une comparaison avec la religion. Si je m'abuse et que tu souhaiterais que ça disparaisse totalement des hôpitaux, voire même des universités, selon toi, qu'est-ce qui fait que la société ne vire pas ça des hôpitaux et des universités? Quelle serait ta meilleure explication? C'est ancré à tous les niveaux. À tous les niveaux, moi je suis très impliqué dans le domaine sportif et régulièrement j'ai des réunions où on va me présenter des comment on appelle ça, des instituts, enfin des maisons de kiné et de préparation sportive, et dedans ils sont toujours à se gargariser que tous les domaines du sport sont représentés, avec des naturopathes, avec un sophro, avec un ostéo, etc. Quand tu dis qu'au départ, c'est un salon de kiné, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est pour la Ouais. partie sport. Ensuite, dans tous les domaines, on retrouve, enfin, on a toujours enfin, en fait, ce qui m'inquiète un peu dans ces choses-là, c'est que on a, au même titre qu'on dit toujours, est-ce que tu as un bon ostéo? Et finalement, on ne sait pas ce que c'est qu'un bon ostéo. Ben, est-ce que tu as une bonne comment dire, pratique alternative. Donc si l'ostéo n'a pas marché, alors c'est que c'était pas le bon truc, c'est qu'il fallait faire de l'acupuncture, c'est qu'il fallait faire de l'hypnose, c'est qu'il fallait faire de l'auriculothérapie. Et encore sur l'hypnose, je vais la laisser de côté parce qu'il y a il y a quand même pas mal de choses. C'est qu'il fallait faire de la mésothérapie, etc. Donc en fait, on remet toujours sur on est sur des pratiques qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas validées. Ouais. Et finalement, ben on passe de l'une à l'autre sans distinction, parce qu'en fait, on se dit, il y a peut-être quelque chose dans l'histoire qui marche, donc au même titre que la prière. D'accord. Alors, du coup, toi qui viens du milieu sportif, qui est apparemment fortement adepte de toutes ces pratiques non conventionnelles ou pseudo-scientifiques, comment tu expliquerais que ça fonctionne autant dans le milieu sportif? Ben, c'est une recherche du dépassement. Donc il faut absolument, même si on est très bien, il faut trouver comment aller mieux. Donc il y a toujours la petite technique de grand-mère. Et voilà, on se repasse les trucs et astuces. Je vois dans mon domaine, au niveau des formations des BPGEPS par exemple, c'est pas mon domaine, mais dans mon domaine j'ai un petit œil sur des formations de diplôme, quoi. Et dedans, quand on m'a présenté certaines personnes, ben je vois que dans les préparations mentales, on est sur de la psycha. Enfin, il y a des trucs de psycha, et enfin, je trouve ça incroyable, quoi. Même, ouais, ça a rien à voir. Ça a rien à voir avec le sport. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, surtout dans le sport de haut niveau, c'est qu'il y a une mesure directe sur la performance de l'athlète. Et si un athlète paye un coach mental qui utilise la psycha et qui d'un coup fait des podiums, où serait le problème qu'il utilise la psycha pour faire un podium? C'est ce que je dis exactement. C'est à titre individuel, aucun problème. Et au niveau de la société, ça serait quoi le point? Et au niveau de la société, ça serait quoi? C'est qu'on est dans une croyance. C'est que ça va marcher pour lui, mais au niveau de la société, ça va pas marcher pour tout le monde. Parce qu'on est sur un effet contextuel, et donc la personne qui va tester ça va tester autre chose, et ça va tourner. Ok, je comprends bien que tu dises que ça a marché sur l'athlète qui a fait... Je me rends compte que je tourne aussi en rond, hein, désolé, j'arrive pas trop non, à mais sortir de justement, mon ça truc. m'intéresse. Continue à titiller, ouais, y a pas de souci. Ouais, ça m'intéresse parce que d'un côté, tu me dis, et si je comprends bien, et je pense que j'ai bien compris, j'espère que à titre individuel, une pratique charlatanesque ou autre non reconnue fonctionne sur un individu qui fait un podium, mais en même temps, tu me dis que ces pratiques sont fortement ancrées sur l'ensemble des pratiquants sportifs. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que d'un point de vue plus grand, alors peut-être pas d'un point de vue de la société, puisqu'on est dans le domaine du sport, mais sur un échantillonnage beaucoup plus grand que l'individu, est-ce que ça voudrait pas dire que ça fonctionne au niveau du collectif? Non, je vois pas. Enfin, pour moi, je vois pas en quoi ça peut fonctionner. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, c'est qu'on est obligé de multiplier les pratiques pour réussir à faire quelque chose à l'échelle d'une société. Donc en fait, c'est l'addition de toutes ces pratiques, et finalement l'addition de ces pratiques, c'est ce qu'on appelle l'effet contextuel, ou et à moindre mesure l'effet placebo. Et si on donne un exemple, parce que là c'est vrai que t'es parti sur le très haut niveau. Le très haut niveau, tu vas prendre un Djokovic avec ses patchs de trucs de magnétisme, je sais pas quoi, qui se collaient sur le torse. C'est pas parce qu'il se collait ça c'était un champion. C'était un champion. C'est un champion. Et si ça fait partie de sa préparation mentale et de ses superstitions, pourquoi pas? C'est comme se gratter le nez ou se relever les chaussettes. Et comment tu sais que sans ce patch, il aurait pu rester champion? Il le met pas en soi. Mais si j'écoute bien ton raisonnement, il est peut-être passé à autre chose. Une autre croyance. Oui, peut-être. Exactement. Il a peut-être une autre croyance. Alors, si j'ai bien compris,
pour toi, c'est vraiment la multiplicité de toutes ces pratiques sur lesquelles on passe d'une pratique à l'autre qui serait un problème pour la société parce que tu as fait un rapport à la religion. Si demain, la société reconnaissait 3 pratiques non conventionnelles qui auraient plus d'impact sur les autres, est-ce que du coup, si on retenait que ces 3 pratiques-là, est-ce que ça resterait toujours un problème pour la société, pour toi? Mais si elles sont non conventionnelles, quand je dis non conventionnelles, c'est non prouvées scientifiquement. Donc si elles sont non prouvées, quelle est la méthode qui a permis de dire qu'elles sont qu'elles sont meilleures que les autres? Qu'est-ce qui va permettre de dire qu'elles sortent du lot? Parce que si elles sortent du lot, c'est qu'il y a une preuve qui a été apportée. Bah, à titre d'exemple, la psychanalyse a été fortement pris en compte par l'ensemble de la population française pendant des années. Mm-hmm. Est-ce que là, pour le coup, il n'y en a plus qu'une qui fonctionnait très bien? Est-ce que du coup, ce n'est plus un problème pour la société? Sur quoi tu te bases pour dire qu'elle fonctionnait très bien? Sans vouloir faire le débat, de rentrer de faire les questions de mon côté puisque c'est toi qui les poses, mais si on part de l'observation que énormément de monde utilisait cette discipline, que cette discipline était fortement enseignée dans les universités, ça veut dire qu'il y avait une discipline non reconnue scientifiquement qui faisait un peu office de super discipline non prouvée scientifiquement, c'est-à-dire qu'il n'y en avait quasiment qu'une. Est-ce que le fait qu'il y en ait qu'une, ça serait plus un problème pour la société? Non, ça serait toujours un problème puisqu'elle n'est pas prouvée. Okay. C'est là, ça serait le même titre que si tu me dis, à partir de demain, on enseigne la religion à l'école et ça devient le truc pour tout le monde. Donc, du coup, pour toi, le problème n'est pas forcément, en tout cas, il semblerait que ce soit pas forcément la multiplicité des disciplines. Non, ce que je relevais surtout par rapport à ça, c'est que c'était un pattern. C'est qu'en fait, on est obligé de passer de l'un à l'autre parce qu'il n'y en a aucune qui est prouvée. Et elles reposent toutes sur les mêmes niveaux de preuve. Alors, quand c'est pas prouvé, si ça fonctionne, si jamais ça fonctionnait, au bout d'un moment, on arrivera à prouver. C'est pour ça que je suis pas contre d'avoir des pratiques non conventionnelles dans le cadre d'études. Si on veut, si on veut les prouver, il n'y a pas de problème. Maintenant, des pratiques qui existent depuis des centaines d'années ou des dizaines d'années et qui ont fait l'objet de multitudes d'études et qui ne sont toujours pas prouvées, va falloir augmenter le niveau méthodo ou le niveau de preuve pour m'y faire adhérer. Ok, intéressant. Alors je vais te reposer la question que j'ai dû poser à plusieurs reprises pendant ce live. Aujourd'hui, le corps médical, la science arrive à déterminer ce qui fonctionne, qui est prouvé scientifiquement, de ce qui ne l'est pas et qui ne fonctionne pas d'un point de vue des tests scientifiques. Qu'est-ce qui fait pour toi que malgré tout, les scientifiques et le corps médical utilisent ces techniques auprès des patients? Parce qu'il y a une perméabilité. Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas exempts de croyances. Okay. Et forcément, s'ils ont été eux-mêmes convaincus, c'est pour ça que je disais que les croyances, elles sont passées de l'un à l'autre cette façon-là. Et puis après, on a la problématique aussi que ça continue d'être enseigné, qu'on a une confraternité qui est très problématique. Et après, quand je me dis aussi qu'on est, si on pousse un peu le truc, donc là par rapport justement aux professionnels qui sont formés en réalité, donc on peut se dire ouais mais c'est bien parce qu'ils sont formés, donc vaut mieux à la limite que ça soit par des gens formés que par des gens non formés. Bon, ils sont formés par des trucs qui sont bullshit. Mais ce qui marche, si on considère, et a priori c'est ce qui tend à être prouvé, que ce qui marche c'est l'effet contextuel. J'ai entendu ça de plusieurs intervenants qui disaient que bah oui mais entre discuter un quart d'heure et puis discuter 3 quarts d'heure, c'est pas la même. En effet, mais ça veut dire que ces médecins qui sont formés, quand ils font leur séance d'acupuncture ou de je ne sais quoi, ils les passent ces 3 quarts d'heure. Donc ça veut dire que s'ils sont ici, ils pourraient les passer en sachant ce que c'est, en sachant en prodiguant d'autres soins ou juste en passant du temps. Et si c'est que cet effet contextuel qui fonctionne dans ces pratiques,
Ben sortons la partie croyance et prenons juste le temps. Et ça, bon, c'est des questions économiques. Ok. Et si la partie croyance était un des éléments performatifs de l'effet contextuel, est-ce qu'il faudrait l'enlever? Non, ça fait partie, mais pour moi, c'est pas au personnel formé ou à l'hôpital ou à la santé de notre société de proposer cette partie croyance, de la considérer dans le parcours du patient, oui, mais pas de la proposer. Donc ça veut dire que quand je dis qu'il faut supprimer des universités, des DU, etc., ces choses-là, ce n'est pas supprimer toutes les notions, c'est d'expliquer que ça peut faire du bien, mais que c'est dans le cadre des effets contextuels. Mhm. Et imaginons que dans les cursus universitaires des nouvelles générations de médecins, ils aient une bonne partie, ou en tout cas une partie, dans leurs études qui aborde scientifiquement la plus-value de l'effet contextuel et placebo. Et en étant bien formés, ils savent très bien qu'ils vont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, venir travailler sur les croyances des personnes, mais en tout état de cause, ils savent et ils l'utilisent quand même parce qu'ils observent une amélioration du bien-être du patient, voire même une amélioration de l'adhésion du patient à son protocole de traitement conventionnel. Est-ce que là, ça sera un problème pour la société ou pas? Ben c'est là que oui, enfin pour moi, on est dans le cadre individuel, c'est intéressant, mais dans le cadre de la société, c'est faire perdurer des croyances qui sont alors qu'on pourrait, si on apprenait, c'est pour ça que je disais de démarrer déjà par l'apprentissage au niveau des professionnels pour après que ça descende dans le grand public. C'est que si on apprend aux gens que l'effet contextuel, bah ça fonctionne, que l'effet placebo ça fonctionne et que c'est pas magique, et ben au fur et à mesure la culture des personnes, la culture scientifique fera qu'ils n'auront pas besoin d'avoir des croyances pour comprendre que en prenant du temps, en prenant soin d'eux, etc. Ça peut les aider à aborder certaines problématiques. Voilà. Ok. Alors j'ai une dernière question. Excuse-moi, hein, je vais vraiment titiller et je vais me faire couper par John sûrement. Si dans les pratiques non conventionnelles des médecins bien formés s'impose d'enlever tout le facteur croyance dans leur pratique non conventionnelle et qu'on se rend compte que du coup l'effet placebo fonctionne moins bien, que les gens adhèrent moins bien au reste de leur traitement, qu'est-ce qui serait le plus dommageable pour la société? Qu'on continue à travailler avec les croyances ou qu'on ait cet effet-là en retirant les croyances? Je me dis que si on en arrive à ce point-là, les gens iront d'eux-mêmes faire venir comment dire, ça sera une réussite dans le sens où ça sera plus le corps médical qui amènera ces croyances-là. Mais les gens, ils iront, ils feront venir leurs prêtres sur leurs heures de visite, et où ils feront venir leur médium sur leurs heures de visite, et basta, quoi. Mais c'est complètement décorrélé de l'hôpital. D'accord. Alors, dernière question, et après je passe la parole à John. Le fait qu'on dissocie les pratiques douteuses ou rebouteuses du corps médical, si demain un prêtre ou un gourou ou un naturopathe récupère un patient en parallèle de son parcours hospitalier et qui lui produit un effet où le patient va complètement se déconnecter de son protocole, est-ce que ça serait pas plus dangereux qu'un médecin bien formé qui sait que c'est du placebo, mais qui en même temps maintient le lien avec son patient et a un droit de regard sur la continuité de son traitement? Alors, je me dis qu'un patient qui n'est pas satisfait, dans tous les cas, ira voir ailleurs. Et que le médecin, je préfère qu'il ne joue pas le jeu de faire tout pour que le patient soit conforté dans ses croyances. Et que malheureusement, je vais pas dire qu'il le laisse, mais à la limite, s'il a vent de pratiques qui sont en dehors de son cursus
de son parcours de santé, qui serait dommageable à sa santé, qu'il puisse en faire état aux autorités ou approcher notamment sur des dérives sectaires ou autres. Là, on sort même on est même dans ce cadre-là. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie. Je vais passer la parole à John et je te reprends pour 2 petites questions, comme d'habitude. Et je te laisse entre de bonnes mains avec John pendant 2 secondes. Bien sûr. 2 secondes, ça va quand même. J'ai malheureusement pas pu tout suivre. Mais du coup, j'ai quand même une question, mais je suis pas. Peut-être qu'elle a déjà été posée, donc n'hésite pas, dis-moi si ça t'a déjà été posé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait susceptible de te faire changer d'avis par rapport à ça? Allô, c'était ma question. Oui, donc de toute façon, j'ai amené dès mon introduction en disant que j'étais à 100% dans un sens, mais que j'acceptais de changer d'avis. Alors oui, j'accepterais de changer d'avis, mais comme je le dis, je reste et sans vouloir être caricatural. Hein, j'ai essayé justement d'être tranché, mais de pas être dans la caricature. J'espère que ça a bien. Et puis c'est quand même ma façon de voir les choses. Donc j'espère que j'ai pas passé je suis pas allé trop loin. Mais ce qui pourrait me faire changer d'avis, justement, c'était le côté, ce que je disais, le bénéfice à l'échelle d'une société. Mais j'ai peur d'une chose, c'est qu'on puisse considérer dans ce cas-là un État religieux, si on considère que tout le monde est dans le même dogme, c'est bénéfique à la société. Russell, du coup, j'avais 2 questions supplémentaires, 1 ou 2 questions supplémentaires. Vas-y, fais-toi plaisir. T'es chez toi. En fait, Mikasa est tout casa. En fait, tout à l'heure, tu prenais comme exemple le cas des sportifs, et j'ai trouvé cet exemple intéressant, et je voulais juste ajouter 2 questions par rapport à ça, parce que il y a un truc qui pour moi j'étais pas sûr d'avoir compris dans ton raisonnement, où tu disais voilà, par exemple pour tel sportif individuel, moi j'ai pas de problème. Par exemple, tu prenais le cas de je sais plus quel tennisman, etc. Il utilise ça pour lui, pourquoi pas. J'ai l'impression que pour toi, en fait, ce qui posait problème, c'était que le fait que ce sportif-là, il soit particulièrement connu, et que du coup, on voit qu'il a cette pratique et que peut-être qu'elle est juste efficace pour lui, mais pas pour d'autres. Ça pouvait influencer le reste de la société, et qu'à l'échelle de la société, c'était peut-être pas positif. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que j'ai à peu près bien compris si c'était ça un peu le problème par rapport à ce cas-là? Alors cet exemple, c'était plus pour montrer une croyance plutôt qu'un effet marketing ou un effet de ruissellement de ce genre de croyance. Ok. Et Par du contre, coup, sur le côté sportif, c'était plutôt des pratiques qui sont beaucoup plus courantes à plus bas niveau, de sophro, etc., de méditation et toutes ces choses-là il n'y a pas besoin d'avoir ou le cupping par exemple aussi, hein, qu'on voit de plus en plus. Mais forcément, c'est extrêmement médiatisé. ok. Et donc du coup, est-ce que pour toi, ce qui pose problème, c'est le fait que ce soit un cas, une anomalie statistique qui laisse croire que c'est une norme statistique, ou est-ce que c'est simplement le fait que la personne elle soit médiatisée et que du coup ça dissimule un effet, enfin ça cache un effet qui n'existe pas en réalité? Alors moi, Ah, ce qui me gêne le plus, ouais, non, mais c'est pas grave, mais je vais surtout répondre sur la deuxième partie. Ce qui me gêne le plus, en fait, c'est que ces personnes ça soit médiatisé, c'est pas le problème, mais que ça soit mal médiatisé, parce que justement, ça soit médiatisé en disant un tel fait ça, et donc ça donne aux gens la croyance, la possibilité de croire au fait que ça marche. Et c'est ce que je disais quand je disais, qui s'est dit, tiens, je vais me planter des aiguilles et ça va m'aider. On est sur des croyances qui se passent de génération en génération, qui se passent de médiatisation en médiatisation. Ok. Bah, merci beaucoup. De rien, merci. Alors moi j'ai ma petite question, enfin j'en ai plusieurs, mais si aujourd'hui, demain ou après-demain, tu découvrais qu'il y avait des études scientifiques qui démontrent les bienfaits pour le bien-être ou la santé des personnes
grâce à la croyance, est-ce que ça te ferait changer un peu d'avis ou pas pour la société? Mais je pense qu'elles existent. Enfin, je crois que la croyance peut aider déjà. Ok, ok. Et du coup, je vais te demander, t'étais à 100%. Je voudrais savoir si c'est avec ton autorisation, si t'es passé à 105, 110, 180, attention au radar, ou si t'as bougé un petit peu dans l'autre sens. Alors, j'ai du mal à concevoir quelque chose de supérieur à 100%, donc je vais rester à 100. C'est parce que tu me connais pas en vrai, c'est pour ça. Ok, bah écoute, je te remercie. Ouais, Comment tu t'es senti pendant cet on s'est déjà entretien? vu, même si on se connaît pas plus que ça. Mais... Comment, oui, bah donc tu sais, voilà. Je sais, Tu oui, as je vu sais. Ah, les- j'ai vu, ouais. Mais j'ai pas vu plus que 100%, mais je pense que t'avais encore le pantalon relevé. Ouais. Attention, je vais la chanter. Hein. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Mais très bien, très bien. C'était, ouais, comme je disais, l'objectif c'était d'avoir un avis assez tranché, mais sans être dans la caricature. J'espère que c'était, voilà, que mon avis a bien été compris et ne sera pas travesti. L'objectif n'est Alors, pas de faire de l'anti-religion, de l'anti-croyance, etc. Je comprends les bienfaits à l'échelle individuelle. J'ai beaucoup plus de mal à l'échelle d'une société, sauf quand je disais tout à l'heure que si on a toute la société qui est dans la même croyance, je peux comprendre que la société en elle-même, elle peut bien se comporter. écoute, je te remercie de te dire. J'espère que tu es honnête et que c'est pas un biais de sympathie vis-à-vis de moi pendant cet entretien, parce que je me suis pas trouvé très bon. Je me suis trouvé un peu trop titillant. Et j'ai eu du mal à aller chercher les bonnes définitions. Ça m'arrive de temps en temps, on en discute entre nous quand on débrief. Donc je suis content que tu l'aies pas trop ressenti. J'avais peur que tu aies eu l'impression que je sois un peu trop allé chercher. Voilà. Je t'ai même relancé plusieurs fois en me disant il y a pas de souci, de toute façon je suis là pour ça. Enfin ça fait l'objet du truc aussi, c'est de se questionner soi-même. Donc il y a pas de souci, c'est que j'ai pas forcément été assez clair non plus si tu as dû reposer des questions, mais c'est jamais de la faute de la personne qui passe l'entretien. C'est forcément de notre faute si on n'arrive pas à bien faire les choses. D'accord. Donc dans ce cas-là, on peut répondre à la question de John tout à l'heure qui proposait pour un prochain live. Est-ce que les lives épistémiques sont une pratique non conventionnelle? Si c'est jamais la faute du patient, je peux déjà te dire que non, c'est pas une pratique non conventionnelle. Parce que le nombre de pratiques non conventionnelles où c'est le problème du patient, la cause du patient. Ouais. Voilà. Ici, on est l'inverse de la psychanalyse. Ça sera toujours notre fête si ça fonctionne pas. Voilà. Bon ok, j'écouterai les entretiens de vous. C'est Russell. Dorénavant. Qu'est-ce que t'as dit, John? C'est pas le patient qui refoule, c'est Russell. Ouais. Ah. Ouais, je vais aller prendre ma douche, promis. Mais si vous voulez, on peut parler de ma mère. Hein. Non, Noël, qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est bientôt, mais quand même. Oh, joli. Bon, je te laisse redescendre tout seul, allez. Pierre. Parfait. Et merci Passez de prendre une soin bonne fin pour la société. je vais déjà prendre soin de ma personne et je vais continuer dans mes croyances. Merci. Allez, ciao. Bonne soirée à toi. J'espère que tu restes en bas. Merci. Et bon dimanche si tu pars.